Après avoir chuchoté nos petits plans depuis, pour certains, le mois de mars, nous voilà déjà rendus en juin, ou plutôt ce temps de l'année bien occupé que l'on appelle les plantations. Pour cet épisode un peu spécial, je vous invite chez moi, dans mes jardins, à la rencontre de celui qui est à l'origine de ceux-ci. Bienvenue chez nous, à l'ancienne école du rang 8 à Sainte-Françoise. Ça fait à peu près 4 ans qu'on a acheté la maison ici, puis qu'on a eu l'idée folle de faire des jardins vivriers qu'on appelle. Puis en fait, ce que ça veut dire vivrier, c'est des jardins qui sont qui tendent vers l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on s'entend, on ne fait pas notre farine non plus. Ça serait énormément de travail. Alors, merci David d'avoir fait un petit peu de place dans ton horaire chargé. Ça fait plaisir. Puis, c'est ça. Toi, t'as multiples chapeaux dans la vie. T'es menuisier, t'es patenteur, t'es aussi charpentier, arboriculteur et bien sûr, la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, jardinier. Ça a l'air même que sur le grand cercle des Basques, il y aurait quelqu'un qui a dit que tout le monde veut un David Blanchette dans sa vie. Fait que je pense que je suis chanceuse, dans le fond. Fait que c'est ça, d'où te vient ta dite passion pour les jardins? Ça a commencé assez jeune, là, je dirais. Le plus loin que je me rappelle, là, c'est quand j'allais chez ma grand-mère, là, Thérèse, à Saint-Hilaire, qui faisait avec grand-papa Réal là, des beaux jardins là, assez grands. Là. Ils ont fini par diminuer avec le temps, là, mais je me souviens, ça m'impressionnait, là, les petites cerises de terre. J'allais chercher ça, puis... Ouais. Puis après ça, c'est plus au cégep là, que c'est revenu. C'est peut-être le côté politique là, qui a comme animé le désir de vouloir jardiner pour de vrai. Là. Fait que d'essayer de décentraliser l'alimentation, d'essayer de produire localement, puis de bien manger aussi, parce que je trouve ça difficile de trouver de la bouffe de qualité à l'épicerie. Fait que de produire chez soi, ça permet d'aller chercher une qualité qu'on ne peut pas nécessairement tout le temps retrouver ailleurs. Mm-hmm. Puis de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on mange. Hein? C'est ça, mm-hmm. c'est ça. Puis où tu as appris, parce que, je veux dire, on se le cachera pas, c'est énormément de connaissances, d'essais-erreurs aussi. C'est très expérimental comme vocation, comme métier, mais aussi comme passe-temps. Ça dépend pour tous et chacun. C'est où que tu as appris, en fait, les connaissances que tu as aujourd'hui? J'ai cherché à aller comme jardiner. J'ai travaillé sur des fermes maraîchères. J'étais allé faire du woofing. J'étais allé accumuler les expériences là, avec des mentors. Là. J'ai travaillé dans le paysagement pendant 2 ans dans la Naudière. Puis c'est beaucoup aussi à travers les livres, là, puis en expérimentant ici, puis ailleurs, là, avec toi. Là, des fois, on a des surprises avec les insectes, puis avec que là, ça force à essayer de se documenter, puis aller chercher l'information, comment qu'on fait pour vaincre les maudites limaces, puis les perce-oreilles, puis tout ça. En tout cas, fait que c'est ça. C'est comme un amalgame, là, au final. Mm-hmm. Les mentors, lecture autodidacte, essai-erreur, expérimentation. Ouais. C'est là que ça rentre, hein, dans l'expérience. C'est là qu'on se souvient le plus de ce qu'on lit l'hiver. Puis, as-tu quelques auteurs préférés, peut-être, de prédilection comme référence à conseiller? Ben ouais, tu connais ma table de chevet, là. C'est principalement Yves Gagnon, là, qui est quand même une très bonne référence. Il y a 2 livres, là, le jardinage écologique, puis l'autre qui est plus sur les légumes là, en particulier, donc il décrit vraiment la culture de chaque légume. Mm-hmm. Puis l'autre, c'est plus le jardinage en général, puis l'écologie des sols. Puis depuis 2 ans, je pense qu'il y a un livre qui est sorti là, de Marie Thévard, là, qui est au Saguenay, là, à la baie. Moi, je suis déjà allé visiter ces jardins. C'est une des places que j'ai fait du woofing, là, entre autres. Là, puis c'est assez impressionnant, là, ces techniques. Là, elle arrose pas. Puis dans le livre, en tout cas, il décrit beaucoup de choses. Là. Ça s'appelle le jardin vivrier. Puis il y a plusieurs choses qu'on est allé chercher là,
C'est d'ailleurs d'où me vient le terme jardin-vivrier. Je ne sais pas si ça vient d'elle à proprement dit, mais c'est le titre de son livre, du moins. Peut-être, oui. Mm. C'est pas mal de grand, puis c'est aussi intéressant parce que, justement, Marie Thévard, elle est dans un climat beaucoup plus frais que Yves Gagnon, qui, lui, est dans la Naudière. Hein? Ouais. Fait que ça ressemble un petit peu plus à notre région, ici, au Bas-Saint-Laurent. Ouais, puis plus le livre est construit aussi sur... plus sur comme le mode de vie qui entoure le jardinage, là, donc notamment les autres ils compostent leur toilette, donc c'est ça. À chacun des mois aussi. Plus holistique, là, ouais, la vision, c'est complémentaire, là, je dirais, c'est assez intéressant les deux livres, les trois livres, à vrai dire. Il y en a d'autres, là, mais... Les principaux, ça serait eux. Ouais. OK, super. Fait que là, aujourd'hui, en fait, on est à ce temps de l'année où est-ce que c'est les plantations. Où est-ce qu'il y a plein de mouches, mais où est-ce que tous les plants, les semis desquels on a pris soin pendant tout l'hiver durant, bien maintenant, c'est le temps de les mettre en terre pour les voir pousser. Ouais. Donc, c'est quand même une période relativement chargée. Ouais, on est pas mal dans le jus, là, avec... nous autres, c'est pas notre job à temps plein non plus, là, donc... On travaille les fins de semaine là-dessus. On est dans les... Ben là, à vrai dire, là, on est fin juin. On essaie de tout avoir planté, là, idéalement, au 24 juin. Là. Donc, jusqu'au 24 juin, là, c'est vraiment un rush, là, si on peut dire, là, de plantation. Cette année, on a eu un beau climat. Là. On a quand même été capable de planter dans les bonnes périodes. Il y a aussi un timing avec les plants. Là. À un moment donné, s'ils restent trop longtemps dans leur peau, ça ne fonctionne pas. Puis... Mais oui, on est encore là-dedans. Là. On a presque terminé. Ça va bien. Ouais. Justement, on va aller parler plantation ensemble, puis se mettre les mains dans la terre, puis voir comment est-ce qu'on fait ça, planter. Allons-y. Alors, quand c'est le temps de planter, il y a plein de choses qui ont été faites au préalable. Quand on planifie notre jardin, tu vois, nous autres, on est arrivés ici, ça fait 4 ans. La première année, on n'a pas cultivé du tout. On a mis une bâche de cultivation. Après ça, on a mis des engrais verts pour nourrir le sol qu'on a renfoui dans la terre. Puis après ça, on a désherbé, on a créé des planches, on a mis du compost. Puis là, mettons en résumé. En résumé. La bâche, elle fait pas mal la job de désherbage habituellement. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Ça l'évite d'utiliser le rotoculteur ou d'avoir à enlever la couche de pelouse. Qui est difficile à enlever habituellement. La couenne. Ouais, ça fait le travail du Roundup, mais en plus écologique un peu. Là. OK. Puis là, maintenant, on est rendu à planter. La partie, pour ma part, la plus plaisante. Mais on ne plante pas n'importe quand, parce qu'on peut se faire avoir avant, je pense, c'est quoi? C'est la mi-juin, à peu près? Ben là, nous autres, moi, c'est plus avec la pleine lune là, que je planifie ça maintenant. Avant, on se donnait la date du 15 juin, mais les derniers gels, là, après le dernier gel, habituellement, c'est pas tout à fait vrai que ça coïncide avec la pleine lune, mais à date, ça marche quand on fait. Les anciens, c'est sur ça qu'ils se basaient. Ils disaient la dernière pleine lune de juin, après ça, on peut planter parce que les derniers risques de gel sont passés. C'est sûr, ça dépend des cultures. Il y a des cultures qui sont plus sensibles au gel que d'autres. Il y en a d'autres que c'est pas grave s'il y a des petites gelées, ils sont capables de tolérer ça. Les petits pois, on les a plantés fin avril, là, me semble. C'est ça. Assez tôt. Hein. Puis là, aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on plante? C'est les okra, qui est une culture... Le gumbo. Le gumbo. C'est notre première fois qu'on fait ça, là, les gumbos. Puis là, c'est des petits plants, là, c'est ça. On va regarder, voir le système racinaire, là, s'il est assez gros. Là. Parce que aussi, les plants, on les a acclimatés. Ça, il ne faut pas oublier de le dire, parce que la plupart des plants qu'on a
qu'on a entamé à partir de la semence était à l'intérieur. Puis pour pas qu'il y ait de coups de soleil, faut les mettre à l'ombre à peu près, c'est ça, hein? Pendant combien de temps déjà? Ben, faut pas les sortir directement au soleil. Il faut pas passer des lumières, parce que nous, pour nos semis, là, c'est des lumières qu'on a, des DEL, là, des lumières artificielles. On en a certains qu'on met sur le bord de la fenêtre. Ceux qui ont été sur le bord de la fenêtre, c'est plus rapide à acclimater parce qu'ils ont déjà vu indirectement la lumière du soleil qui est plus puissante, là, qui est plus intense. Mais on va quand même les acclimater pour être certain parce que c'est déjà arrivé là, qu'on ait des coups de soleil, puis ça donne surtout pour des plants comme les basiliques là, avec les petites feuilles. Là. Fait que pour être certain, on va les mettre soit à l'ombre ou là, on a une serre maintenant, on les met dans la serre. Fait que ça les acclimate. Là, au moins, je dirais 4-5 jours là, pour être certain qu'ils sont bien acclimatés. Ils ont vécu aussi les stress là, en lien avec la température, qui c'est plus la température intérieure. Donc, c'est ça. Ouais, tranquillement, on les habitue à être dehors. Ouais. À faire la transition. Ben c'est ça. Puis, fait que là, ça fait un bout là, maintenant qu'ils sont dehors, ces plants-là. Alors, ils sont prêts à aller en terre. Mais une des choses qu'il faut vérifier, en fait, c'est le réseau racinaire, comme tu disais tantôt. Oui, il y a quand même, c'est ça, un momentum là, à respecter. S'il y a trop de racines développées dans le petit pot, on peut peut-être regarder, là, le plant, il est un peu trop tard pour le planter. Tandis que s'il n'y a pas beaucoup de racines, on pourrait attendre. Comme là, la motte, là. Elle n'est pas très colonisée, donc par les racines. Puis là, c'est pour les besoins de la cause, mais habituellement, on essaie de ne pas les laisser au soleil. C'est une journée quand même ensoleillée, là, trop longtemps. Mais ces plants-là pourraient rester encore un petit peu dans leur peau. Là. Il y a encore des nutriments pour eux. Ils seraient capables de rester. Ils deviendraient plus forts, ils deviendraient plus grands. Puis c'est mieux de planter des plants qui sont plus grands, plus forts. Sinon, ils ont plus de chances de se faire attaquer là, par les prédateurs. Eux, on les a plantés il y a quelques jours. On le sait que le réseau racinaire est quand même bien développé puis qu'ils sont prêts à être plantés. Peut-être trop développés, même, ceux-là. Là, on en a déjà planté. Ça, c'était des restants. C'est des On a caves. décidé de les mettre en... Ah! Là, tu vois, on les voit qui s'enroulent. Là. Quand ça fait ça, là, idéalement, il faut défaire un peu les racines parce qu'ils vont avoir tendance à garder le rond là, dans le sol puis pas aller chercher les nutriments plus loin. Fait qu'on peut, avant de les planter, là, les alléger. Puis c'est important aussi, avant la plantation, là, bien arroser quand même les plants pour justement éviter qu'ils brûlent là, au soleil. Là. Si c'est trop sec, ils n'aimeront pas ça. Là. Aujourd'hui, c'est quand même chaud et ensoleillé. Habituellement, nous, on choisit les journées un petit peu plus ombragées et fraîches pour les plantations pour être sûr que les plants réagissent bien. Maintenant, ta-ta-da! Nous, ben là, avant, là, ça fait un petit bout, là, on a mis du compost, là, une bonne dose de compost de feuilles, puis avec un petit peu, là, vu que c'est des solanacées, là, c'est des plants un peu plus exigeants en compost. Du fumier là, d'un voisin, du fumier de mouton. Fait que ça a déjà été fait là, au niveau de la fertilisation. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un petit peu de mauvaises herbes là, qui sont présentes. Là. Fait qu'avant de planter, on va simplement les retirer. Là. Il n'y a pas bien. Ouais, on a quand même sarclé. Là, on fait ce qu'on appelle un faux semis là, 2 ou 3 fois avant la plantation, là, si on peut, le plus possible. En fait, ça consiste à... tu prépares la planche comme si tu allais faire ta plantation. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le compost avant. Puis là, il y a toujours une banque de mauvaises herbes dans le sol qui est présente. Et puis, ce qu'on vise, puis en non-travail du sol aussi, ça nous permet de plus faire ça, c'est d'éliminer, d'épuiser cette banque de mauvaises herbes-là. Donc, ils vont germer, puis nous, on va les sarcler pour les détruire, en fait. Donc, 2 ou 3 fois comme ça. Puis là, ça réduit beaucoup là, la présence de plantes adventices là, dans les plantations après. Il reste toujours du désherbage à faire là, au mois de juillet, mais ça aide. Là. Puis c'est quoi l'outil?
Nous, on utilise une binette oscillatrice. On l'a pas, ben là, on pourrait la sortir, là, mais on pourrait donner un petit coup de binette. Ça serait bon, ça, donner un petit coup. OK, Là. on donne un petit coup de binette. Bon, fait que la fameuse binette oscillatrice qui permet là, de désherber les petits plants quand ils sont assez jeunes. Puis on y va comme ça, juste en surface, là, pour... on veut vraiment juste gratter le dessus du sol. Puis on le voit peut-être pas bien, là, mais s'il y a des petits plants, là, j'en vois juste ici, là, les racines vont se retrouver, là, une journée comme ça, c'est idéal là, pour biner. Les racines se retrouvent au soleil, puis les adventices là, ils vont mourir assez rapidement. Là. C'est pas plus long que ça là, pour le binage. C'est sûr qu'on pourrait tout faire le jardin. Puis là, ensuite, on va placer nos plants. Puis moi, j'aime bien mettre ça en quinconce pour sauver un peu d'espace. Là. Donc, on alterne là, dans les deux rangées. Ça fait une espèce de diagonale. Puis là, on les plantera pas toutes. Parce qu'on a tendance à avoir des perce-oreilles là, qui mangent nos jeunes plants. Étant donné qu'ils sont assez jeunes, on va en garder un peu dans leur peau. Puis là, pour la plantation... Pour les remplacer si jamais il y avait des dommages. Exactement. Pour prévoir la mortalité, hein? On fait un bon trou. Si on n'avait pas mis du compost au préalable, on pourrait en rajouter là, en mélangeant le sol avec le compost directement dans le trou. Puis là, on prend le plant comme ça. On fait attention quand même, là, certains plants qui sont plus sensibles là, à la plantation, là, que si on dérange les racines, ça va les affecter beaucoup. Fait qu'on essaie de ne pas déranger les racines trop, garder la motte. Puis il y a comme une espèce de doigté spécial, hein? Faut pas comme peser trop fort sur le plant. Oups. Mais faut pas non plus pas peser assez fort parce que il se retrouverait potentiellement des petites bulles d'air. Ouais, on essaie de faire, je l'ai pas fait avec l'autre, là, mais tu sais, des doigts là, autour de la motte là, pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Puis on peut en profiter pour faire une petite cuvette aussi là, pour quand on va arroser après, là, que ce soit que l'eau aille directement autour du plant, là, pas partout autour où est-ce qu'on veut pas. Là. Que ça retienne l'eau, la petite cuvette. Là, évidemment, chacune des espèces là, a un peu une distance recommandée là, pour la plantation. Là, nous, on est rendu habitués, on y va un peu à l'œil, là, mais c'est environ, tu sais, des fois on peut se servir de la pelle, là, la largeur de la pelle là, pour les okras, c'est correct. Puis là, il faut arroser. Parce que après la plantation, on arrose. Ça, c'est une des techniques, en fait, pour éviter qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Tout à fait. Puis c'est très important, en fait, parce que si on n'arrose pas, les racines peuvent asphyxier là, avec l'air qu'il y a autour, puis ça pourrait tuer le plant. Là. Donc, une bonne shot d'eau, là, comme on dit. Puis là, à deux, ça va bien. On peut se mettre chacun notre bord de planche, jaser. Donc là, on a parlé des perce-oreilles pour lesquelles on n'avait pas de solution. Mais il y a des choses pour lesquelles on a des solutions. En fait, des ravageurs, qui sont pour la plupart du temps des insectes. Parce que, bon, sinon, il y a les ratons laveurs, les chevreuils. Là, c'est simple, on met des clôtures autour du jardin. Mais pour les insectes qui mangent les cultures légumières, c'est quoi la façon la plus versatile, si on veut, qui existe? Ben, ici, on est devant nos filets. Ça, c'est la façon la plus efficace, là. T'es sûr de... Puis en biologique aussi, parce qu'en conventionnel, là, on va utiliser des fois des affaires que
tu veux pas retrouver dans ta nourriture nécessairement, là. Pesticides, insecticides et compagnie. Ouais. Fait que nous, ce qu'on utilise, c'est les filets. On les utilise pas pour toutes les cultures. On pourrait en mettre sur nos patates puis tout mettre. Mais là, c'est pas si beau que ça comme solution. Mais pour les trucs comme les crucifères, on n'a pas le choix, là. Donc ici, on a nos choux qui sont plantés dans cette rangée-là. Crucifères, c'est quoi à part les choux? Ben là, on a tout... on a les radis, les navets, les rabioles, les brocolis, choux-fleurs, etc. Roquettes aussi. Choux de Bruxelles. Puis ça, c'est des cultures que les bébites aiment en général. Puis plusieurs Ouais. sortes de bébites. Hein. Il y a les altises qui les mangent, il y a les vers gris. C'est ça. C'est des espèces de légumes qui existent depuis très longtemps. Puis il y a beaucoup d'insectes qui se sont spécialisés à les manger. Nous, on les adore, puis on n'est pas les seuls. Donc, c'est ça. Puis les altises, ça fait plein de petits trous dans les feuilles. Après, il y a peut-être 5 insectes là, qui peuvent affecter nos choux puis faire qu'on n'a pas de récolte. Donc, la solution, c'est de mettre des filets. Donc, on a aussi nos carottes là, qui sont sous filet. Ça, on ne serait pas obligé. Là, il y a des techniques de lutte là, contre c'est la mouche, la carotte, là, principalement, qu'on essaie d'éviter. Ça fait des espèces de petits canals. Là. Nous, on a un caveau, là, puis durant l'hiver, ça finit qu'ils creusent des trous dans les carottes. Puis ça, c'est pas très ragoûtant, en fait. Des fois, on retrouve des petits verres de mouches de carottes dans nos carottes dans le caveau. Ouais, c'est ça. Donc, pour éviter ça, nous, on se casse pas la tête. On peut faire nos semis un peu n'importe quand. Puis on met ça sous filet directement. Mais il y a certaines personnes, on l'a déjà fait, on a déjà essayé c'est planter après la floraison des érables. Hein. C'est ça mais ça, c'est les repères phénologiques, là, que les vieux de la vieille, eux autres, utilisaient ça. Quand telle plante est en fleur, c'est le temps de planter ci, c'est le temps de planter ça, les lilas, entre autres. Puis justement, en lien avec la mouche de la carotte, je pense que c'était ça. Il faut que les feuilles des érables soient ouvertes. Sorties. Ouais. Puis là, ça veut dire que c'est le moment des semis, puis la première ponte de la mouche de la carotte est passée. Ouais. Mais il y a une deuxième ponte. En tout cas, on s'est ramassé avec des vers, des mouches de carottes quand même dans nos carottes. Ouais. Donc maintenant, on fait ça sous filet puis ça fonctionne bien. C'est juste un peu plus compliqué pour l'arrosage. Nous, on a un système d'irrigation, donc on n'a pas besoin d'arroser à la main avec un arrosoir, mais on met du paillis. Pour garder l'humidité du sol, ouais. Protéger les plants aussi, là, ça a une certaine efficacité là, parce que les filets, ils vont pas marcher nécessairement contre les vers gris. Là. C'est arrivé que les vers gris ils croquent les plants de choux, puis ça aussi, là, ils ont tendance à manger la base du plant puis tuer le plant complètement. Donc, parce que eux, c'est pas des insectes qui volent, c'est des chenilles, donc ils sont déjà sur la planche. Ils rampent, là, les papillons ont pondu déjà. Puis, Mais sinon, le filet, ça fonctionne pour bon nombre de cultures, pour une majorité d'insectes. Mais il y a aussi, tu sais, les limaces, quand c'est super pluvieux, là, paraîtrait-il, les coquilles d'œufs qu'on met autour des plants vont stopper les limaces de manger nos plants. Ouais, ben c'est de contrôler l'humidité là, pour les limaces, parce que c'est sûr que si c'est une saison très pluvieuse, là, il y a de la limace. L'année passée, on a eu un épisode aussi de limaces dans nos choux, encore une fois. Mais c'est ça, ouais. Les limaces, les coquilles d'œufs, ça transpercerait les parois là, de leur peau. Là. Donc, ça a une certaine efficacité. Ça aussi, là, c'est pas magique. Là. Après, il y a une belle communauté qui existe aussi maintenant un peu partout, tu sais. Puis les gens s'entraident, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les livres de référence. Souvent, pour chaque culture, c'est indiqué, je pense, les trucs là, pour... Ben, dans les livres là, de Yves Gagnon, là, il en parle quand même là, des ravageurs, là, des techniques. Là. Il parle des filets, entre autres. Là, puis, les doryphores. Pour chaque culture, là, c'est décrit quand même. Là. Ouais, les fameux doryphores que eux, on écrase littéralement à la main. Ben, on les a vus tantôt dans les plants de tomates. C'est assez peu commun, là, mais il n'y avait pas de patates à manger, fait qu'ils mangent nos tomates, mais ils préfèrent les patates. C'est ça. Eux, ils mangent les solanacées. Ouais. Mais ils vont préférer les patates. Puis s'il y a des aubergines, ils vont préférer les aubergines aux patates. Ça, d'ailleurs, ça peut être utilisé comme culture piège. Là. Donc, on va mettre une culture qui va attirer le ravageur, puis qui va protéger de cette façon-là les autres cultures là, qu'on a à côté, qu'on
qu'on préfère, si on veut. Donc, c'est ça. Les bites à patates, il faut écraser ça avec nos doigts. Puis on a les doigts oranges après ça. Après une bonne rangée de patates. T'amènes toute la famille faire le travail de Doryphore avec toi. Là. C'est ça. OK, plantation, l'autoravageur. Après, c'est la fertilisation qui est importante aussi à explorer. Toi, tu es particulièrement bon là-dedans. Puis certaines fertilisations, on pourra peut-être regarder ça, qui permettent aussi de lutter contre certains ravageurs.